Bonjour Isabelle. Bonjour Diafa. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors d'abord, je voudrais te remercier de me donner l'opportunité de te rendre l'appareil. Tu es d'habitude celle qui pose les questions et aujourd'hui, pour cet épisode spécial, tu m'as donné le loisir, le plaisir et l'honneur d'être ton intervieweuse. J'ai une toute première question. Avant de commencer, quel effet ça te fait de passer de l'autre côté de la barrière ? C'est assez étrange en fait. Et ce que j'ai expérimenté là en venant au studio, c'est le trac. J'ai toujours le trac, moi, avant une interview. Mais là, c'est un trac particulier. Parce que du coup, je me pose plein de questions. Ben justement, mais quelles questions m'attendent ? Est-ce que je vais répondre de manière bien, correcte, intéressante ? Qu'est-ce que j'ai à raconter aussi ? Voilà, je me pose plein de questions comme ça. Et en même temps, il y a un côté aussi très confortable. C'est-à-dire que c'est toi qui mènes la danse. Pour une fois, c'est pas moi qui suis aux commandes. Donc je vais me laisser piloter. Eh ben, je suis ravi de piloter, de mener un peu la danse des mots. Oui. Pour faire une petite référence à ta compagnie. On va rentrer un petit peu dans les coulisses. Mm-hmm. Je vais tenter, en tout cas, d'entrer dans les coulisses. Et on va commencer à parler de toi. Aïe. Je compte sur toi pour enlever un peu le voile de la pudeur et me faire confiance. Allez-y. Donc tu es une autrice, tu es metteuse en scène, c'est ce que j'ai découvert sur toi en cherchant, et pas que, mais on développera plus tard. En tant qu'autrice, j'ai vu que tu as commencé par un recueil de nouvelles, Variations. J'aimerais bien un petit peu que tu nous parles de Variations, d'où est venue cette création. Variations, c'est un recueil de nouvelles que j'ai écrites quand j'étais ado, en fait. J'ai toujours beaucoup écrit, toujours. J'étais une enfant plutôt solitaire, très solitaire. Et pour m'occuper, j'avais l'espace de ma chambre. Et je lisais beaucoup à cette époque-là. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordis. Voilà, c'était vraiment un autre temps. Et donc, j'avais la lecture. Et puis, toutes ces histoires, je lisais vraiment de tout. Vraiment, tout ce qui me passait sous la main. Et un jour, j'ai eu envie d'écrire mes histoires à moi. Et donc, j'ai commencé à mettre comme ça des mots. Et puis, petit à petit, voilà, ça a fait des histoires. Et j'ai plongé dedans, mais je passais des heures, des week-ends enfermés dans ma chambre. Et ça a continué quand j'étais ado, et puis ça a continué quand j'étais jeune adulte, et je passais vraiment mon temps à écrire. Et la forme de la nouvelle, c'est venu naturellement, en fait. La nouvelle, c'est une technique d'écriture qui est très particulière, parce qu'il faut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il faut être tout de suite percutante, il faut attraper tout de suite le lecteur ou la lectrice, et ça j'aimais bien. Et donc j'écrivais beaucoup et je prenais des notes tout le temps. Il y a certaines nouvelles dans ce recueil Variations qui ont toute une histoire en fait. Il y en a une, elle vient du fait que pendant 3 ans j'ai fait un aller-retour entre la banlieue et Porte de Clignancourt et je me tapais toute la ligne 4. J'avais le temps d'observer les gens, de voir ce qui se passait, ce qui se disait. J'ai assisté à des scènes formidables. Et voilà en fait comment est né ce recueil. Mais voilà, j'ai toujours écrit. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'ai plein de petites nouvelles comme ça, je vais les assembler. Et il faut savoir que ces nouvelles, à l'époque, je les collais dans les mains de presque n'importe qui. C'est limite si je les proposais pas à ma boulangère. Évidemment que j'aimais. Quand on me disait, j'ai adoré telle ou telle nouvelle, oh là là, c'était chouette et tout. Mais à la limite, je m'en fichais un peu. Je voulais juste qu'elle soit lue. C'est un peu comme des gosses que tu fais sortir de toi et après, elles vivent leur vie. Après, les gens les aiment ou les aiment pas. Mais en tout cas, je les ai écrites et je les ai offertes. Peut-être que tu vas trouver que tu as déjà répondu à cette question. Pourquoi écrire intrinsèquement, intimement, pourquoi écrire et comment ? Donc, lève le voile de la pudeur. Pourquoi écrire et comment ? Pour moi, écrire au départ, ça a toujours été pour penser des blessures. Ça a été thérapeutique.
Comme je le disais au départ, j'ai toujours été une enfant solitaire, mais j'étais aussi une ado solitaire, et jusqu'à quelques années très solitaire. Je garde ça en moi d'ailleurs, hein. J'ai un côté sauvage. Je mets pas mal de barrières, même souvent parfois avec mes amis proches, intimes. Et donc écrire, en fait, ça a toujours été ça. Ça a été d'abord faire sortir la noirceur de moi. Et donc j'écris donc très souvent la nuit. La nuit. Parce que c'est propice à l'écriture. Avec une énorme théière de thé, bien évidemment. Je considère après que c'est une fois que c'est sorti de moi, je considère que c'est une sorte de pâte à modeler, en fait. Et je vais faire en sorte que ce ne soit plus que moi, que mon mal-être ou que mon chagrin du moment, ou voilà. Mais je vais essayer de le travailler pour que ça devienne un objet artistique, pour que ça devienne plus universel, en fait, pour que des personnes puissent s'y retrouver ou pas. Et c'est comme ça, par exemple, que dans ma première pièce de théâtre que j'ai écrite, Spirale, elle est très autobiographique, mais si on ne me connaît pas, on ne peut pas le savoir. Et même les gens qui me connaissent, par exemple les deux comédiens qui ont joué dans cette pièce, qui sont quand même très proches de moi, Guy Chouraki et Magali Godin, je tiens à les citer, ont découvert plein de choses en fait, ne savaient pas. Parce que les mots, tu peux les enrober, tu peux leur mettre un papier cadeau autour, ou tu peux les faire dévier un petit peu de la trajectoire de ton cœur, quoi, la mettre un petit peu sur une autre, et du coup, l'histoire elle est là, elle se tient, mais ça brouille les pistes. Les gens savent plus que c'est toi, et ça reste une histoire dans laquelle les autres peuvent se reconnaître ou être touchés. Et en même temps, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument, ouais. Absolument. Puisque tu parles de Spirale, effectivement, tu es donc autrice et metteuse en scène de cette pièce de théâtre, une pièce de théâtre qui mêle le théâtre et la danse. Mmh. J'ai vu 3 questions qui sont posées, en tout cas, dans la description. Oui. Je vais te poser, du coup, 2 de ces questions. C'est drôle. Les 2 premières questions qui sont vraiment liées et que j'ai trouvées, qui sont écrites presque dans la description, c'est « Qui suis-je et quel est mon libre choix ?» Alors, Isabelle, qui es-tu et quel est ton libre choix ? Ah la vache, oui. Ah oui, tu me poses vraiment ces 2 questions-là. Qui suis-je ? Qui suis-je ? En fait, je suis plurielle. Je pense comme pas mal d'entre nous. Parce qu'il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, ce côté ombre, ce côté lumière, ce côté lumineux, ce côté plus secret, plus caché. Je pense que les gens qui gravitent autour de moi dans les différentes sphères, la famille, les amis, le professionnel, la compagnie, je pense que chacun doit avoir une image de moi. Mais je pense que tout ce kaléidoscope-là fait que c'est moi. Ouais, j'ai envie de dire que je suis plurielle et même moi, parfois, je m'étonne dans certaines situations. Et parfois, je me dis, waouh, t'as été capable de ça. Waouh, en fait, là, tu réagis comme ça. Bon, mais j'ai beaucoup changé. J'arrête pas de dire que j'étais très solitaire, très sauvage, etc. Je le suis beaucoup moins parce qu'il faut se bousculer un peu. Je pense qu'on peut pas atteindre ses rêves si on reste dans son coin toute seule. À un moment, il faut se frotter aux autres, même si des fois, c'est pas agréable. Même si on tombe sur des gens qui te payent en indifférence, il faut avancer quand même et se dire que voilà, si je veux créer, si je veux être, si je veux exister, si je veux avoir une place dans ce monde, il faut s'impliquer un peu, il faut y aller. Donc, il faut sortir du cocon de sa chambre ou de son bureau actuellement. Et y aller. Donc oui, qui je suis ? Je suis. Mais tout ça, ça fait moi, voilà. Et du coup, il y a un petit peu de la réponse dans ce que tu viens de me dire, mais rapidement, quel est ton libre choix ? Mon libre choix, je l'ai gagné ces dernières années. Pendant très longtemps, et malheureusement, j'ai parfois encore ce petit truc. Pendant très longtemps, je me suis laissée conduire par ce qu'on devait être, ce qu'on devait représenter, les chemins qu'on devait prendre. C'est aussi un petit peu ce dont je parle dans Spirale d'ailleurs. Il y a un personnage qui a toute une tirade là-dessus. Pendant très longtemps, j'ai cru que le chemin de vie idéal,
en tout cas qu'on devait avoir, c'était évidemment d'avoir un métier, d'avoir un toit, d'avoir un mari, des enfants, donc de se marier, enfin tu vois, d'avoir un peu cette vie-là. Moi, ma famille, elle est portugaise, catholique, donc il n'y avait pas d'autre choix de vie, c'était ça. Et puis moi, je voyais les gens de ma famille, mes cousines, se marier, avoir des enfants. Et c'était ça la vie. Et moi, on me disait ça. On me disait, mais quand tu auras un mari, quand tu auras des enfants, voilà, j'imaginais pas autre chose. Donc pendant très longtemps, je me suis conformée à suivre ce chemin-là. Donc effectivement, je me suis mariée. Et alors, avec la robe meringue, l'église, les 120 personnes, les gens qui viennent du Portugal, bon, etc. Truc très traditionnel. J'ai eu un enfant. Diwan, je t'aime. Mais tu vois, ce chemin comme ça tracé. Et les regards que les autres pouvaient avoir sur moi. Il faut toujours être bien coiffé, bien habillé. Il faut se comporter comme ci, il faut se comporter comme ça. Et il n'y a que depuis quelques années que je me suis dit... attends, mais c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Tu vois ? Absolument. Et je suis encore sur ce chemin-là. J'ai encore des barrières par rapport aux regards qui peuvent me paraître parfois très, très blessants ou que j'interprète en tout cas mal. Mais je m'en libère. Et en fait, quand je me retourne sur mon passé, là, même récent, je me dis, waouh, c'est bien. Je suis contente. Bravo pour ce chemin que je comprends très très bien. Je voudrais continuer sur tes créations. On a parlé de tes qualités d'autrice et de metteuse en scène. Tu as aussi été interprète dans un seul en scène. Oui. Un seul en scène mêlant le théâtre, la langue des signes et la danse qui s'appelle Pink, d'amour et de rose. Ouais. Il y a eu 3 ans de création, ouais. Ce qui est un temps, on va dire. Ouais. Je ne vais pas le définir, mais qui est un vrai temps. En tant que créatrice, je comprends complètement. Oui. Tu dis que ça a été un défi personnel et artistique. Est-ce que tu peux expliquer ça, ce défi personnel et artistique ? Alors, défi personnel déjà d'être seule en scène. Moi, je ne viens pas du monde du théâtre. Je viens du monde plus de la danse. J'ai fait énormément de danse et du coup me retrouver seule sur scène, t'es seule quoi. T'as pas quelqu'un pour te récupérer ou pour te donner la réplique ou pour détourner les regards aussi parfois. Donc ouais, ça a été un vrai défi et aussi le fait que ça mette en scène beaucoup le corps parce que je danse beaucoup dans ce spectacle. Le fait que ce soit mes propres mots, d'une certaine manière aussi ma propre histoire, même si les gens ne le savent pas, peu importe, mais c'est aussi moi là-dedans. Et surtout les regards, ça a été très compliqué parce que je vais révéler un petit truc du coup. Passer d'une petite taille 38 à tout d'un coup à beaucoup plus que du 38, avec des kilos qui s'installent et qui te transforment, c'est pas évident. C'est pas facile du tout. Je l'ai très très mal vécu. Je le vis pas toujours très bien encore. Je commence à apprivoiser. Mais du coup, être seule sur scène, à danser, à bouger, à pleurer, à crier, à me rouler par terre, parce qu'il y a tout ça aussi dans le spectacle Pink d'amour et de rose, c'était pas évident. Mais je l'ai fait. Bravo, bravo de l'avoir fait. Mais je l'ai fait. C'est dur en plus. Ouais. Je vais revenir du coup à la 3e question que j'ai trouvée au sujet de Spirale. Qui est mon amour idéal ? C'est une question. Donc je ne vais pas te poser cette question. Qui est mon amour idéal ? En revanche, je voudrais te demander qu'est-ce que l'amour pour toi et quelle place a l'amour dans ta vie ? Une place énorme. Je me rends compte que je cherche toujours une forme d'amour chez les autres. Toujours. Donc pour moi c'est extrêmement important. Et l'amour, ça peut prendre différentes formes. Hein. Ça peut être l'amitié, c'est de l'amour, c'est une forme d'amour. La bienveillance, c'est une forme d'amour. Après, il y a différents degrés dans l'amour. Mais pour moi, ça prend une place énorme. Et je dois bien avouer
que depuis que j'ai rencontré celui que j'appelle Mr. Wonderful, qui m'a passé cette jolie bague au doigt, ça m'a réconciliée avec les histoires d'amour. Merci. C'est pas évident de parler d'amour en plus, donc. Non. Je te remercie de cette réponse. Entre Spirale et entre Pink d'amour et de rose, quel est le lien entre l'expression artistique des mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X? Et du coup, comme tout à l'heure, tu as parlé de penser les choses au terme de soigner. Et du coup, de penser, je trouve que cette question est d'autant plus à propos. En fait, dès la première pièce Spirale, où il y a 3 solos dansés et une danse commune aux 3 personnages, et puis dans Pink d'amour et de rose, et puis très certainement dans autre chose qui va arriver, et aussi dans les ateliers que je peux proposer parfois. Ce que je dis, c'est qu'à un moment, pour exprimer les mots M-A-U-X, les mots M-O-U-T parfois ne suffisent plus. Il faut réussir à s'exprimer autrement. Et moi qui ai quand même un parcours de danse, c'est mon moyen d'expression en fait spontané. Et donc voilà, c'est ça pour moi l'articulation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je n'arrive plus à trouver les mots justes pour dire, pour exprimer, pour créer, je passe le relais au corps. Et le corps, ça ment pas. Et j'utilise la langue des signes. Alors c'est un long apprentissage. Je me suis toujours intéressée à la langue des signes depuis que je suis petite. Et il n'y a que depuis 3 ans que je m'y mets vraiment, que je prends des cours, que j'apprends. Mais la langue des signes, en fait, pour moi, est un matériau chorégraphique. Peut-être que malheureusement, la communauté sourde ne serait pas heureuse de ça, mais ceci dit, maintenant, il y a un courant qui s'appelle le choré-signe, qui est tout à fait dans la mouvance de ce que je fais. Voilà, je faisais du choré-signe sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et ça permet tout simplement d'exprimer autrement ce que l'on a en soi, ce qu'on veut faire passer. Et puis, ça donne aussi... d'un point de vue artistique, après, d'un point de vue plus léger, ça donne aussi souvent des respirations aussi dans le spectacle. Tu parles là du coup ici de choré-signe. Dans mes recherches sur toi, j'ai vu qu'à un moment, au sujet de cette pièce, tu disais que tu ne considérais pas que c'était du chant-signe. Non. Du coup ici, pour toi, quelle est la différence? Ou peux-tu nous expliquer un petit peu la choré-signe, le chant-signe? Oui. C'est différent en fait. Le chant-signe, c'est le fait de signer en priorité pour des personnes sourdes, mais c'est de signer non seulement le texte d'une chanson, mais aussi le rythme et aussi toutes les émotions qu'il y a dans cette chanson. C'est pas de la traduction pure et dure, je te prends le texte, je te fais le texte en signe. Effectivement, ça se fait dans des concerts. Et d'ailleurs, j'ai assisté à un très beau concert de Letty et RMC quand ils travaillaient ensemble à l'époque. Et c'était très beau de voir, parce que ça réunit les entendants et les sourds. Voilà, il y a le chanteur, la chanteuse, et puis il y a le chansigneur ou la chansigneuse. Et c'est vrai que ça réunit et que tout le monde peut vibrer de la même façon au même moment en comprenant les paroles de la chanson. Mais moi, je préfère le choré-signe. Parce que dans le choré-signe, c'est d'abord la danse. C'est d'abord la danse et on s'appuie sur les signes. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, comme un matériau chorégraphique. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que je fais beaucoup dans Pink. Il y a plein de mots en langue des signes, mais qui sont travaillés, c'est-à-dire qui sont soit exagérés, soit un petit peu prolongés, voilà. Et c'est ça le choré-signe. Et j'ai eu la chance de faire un petit stage avec Tumette Léon, qui est une artiste sourde, comédienne, et qui mène en France, c'est la plus connue, le choré-signe, qui est une discipline artistique encore work in progress, complètement. Dans tout ce que tu nous dis, la danse est très très présente, Oui. à la fois dans ton interprétation finalement de la langue des signes, dans tes spectacles. Et je trouve paradoxal que quelque part, j'ai trouvé cette phrase où tu dis « Je ne suis pas danseuse, juste une femme qui danse les mots ».
Alors, peux-tu m'expliquer à la fois ce paradoxe et d'abord, que signifie cette phrase et ensuite le paradoxe qu'il y a avec toute cette place qu'a la danse dans ta vie? J'ai dit je ne suis pas danseuse parce que quand on dit je suis danseuse, ça veut dire que t'es pro, que tu en vis et que tu as aussi le physique qui va avec. Or moi, quand on me regarde, je n'ai plus un physique de danseuse et je danse beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais je considère que la danse, elle est partout en fait. Regarde les gens marcher, c'est de la danse, c'est la première danse en fait que l'on fait. Chacun a son rythme, chacun a son pas, chacun les épaules, comment elles se placent, enfin voilà. Les gestes du quotidien, c'est une danse aussi. La manière dont quelqu'un prend une tasse, la manière dont quelqu'un va se laver les mains, la manière dont quelqu'un va remettre en place une mèche de cheveux, c'est de la danse. Alors, c'est intéressant que tu fasses vraiment ce lien entre le quotidien, le corps au quotidien et la danse, puisque tu dis que la danse est la métaphore de notre façon d'agir dans la vie. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu peux développer cette phrase qui reste quand même assez mystérieuse? Moi, je trouve que regarder une personne danser, c'est très révélateur. C'est pas non plus magique, hein, ça va pas non plus la dénuder et dire ah ouais, cette personne est comme ça, la catégoriser. Voilà, c'est pas non plus à ce point-là, mais je trouve ça toujours très intéressant de voir le rapport des gens, des personnes à la danse. Il y a des gens qui détestent danser, qui n'aiment pas ça, qui n'y vont pas. Et d'ailleurs, je trouve que chez ces personnes-là, dans la vie quotidienne, ils ont l'air même déconnectés de leur corps. Par contre, quand tu regardes quelqu'un danser, donc une personne qui aime ça, qu'elle danse bien ou qu'elle danse mal d'ailleurs, tu vois tout de suite comment elle prend la musique, comment elle vit les choses, comment elle prend le rythme, comment elle s'en empare, comment elle s'abandonne aussi à la danse ou pas. Est-ce qu'elle danse seule dans son coin, dans son délire, ou au contraire, est-ce qu'elle est avec les autres? Est-ce qu'elle va appeler les autres? Et alors, je crois que le plus délicieux et le plus révélateur, c'est la danse à deux. Alors là, c'est un vrai dialogue. Pas forcément amoureux. Ça peut l'être, effectivement. Parce que déjà, tu es très proche, tu peux des fois sentir le cœur de la personne, tu vois comment elle te tient, comment tu t'accordes avec elle ou pas. C'est un vrai dialogue. Je trouve que la danse, c'est merveilleux pour ça, quoi. Ça dit beaucoup, beaucoup de choses des personnes, en fait. Alors après, comme je dis, ils sont pas définis uniquement par leur façon de danser ou pas. Hein. Ce serait vraiment très caricatural et réducteur. Mais ça dit quand même beaucoup de choses. Ne serait-ce que la démarche. Rien que ça. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Par rapport à la pièce Spirale, donc où tu es autrice et metteur en scène, il y a une troisième question qui est liée à ça, qui est « Qui est mon amour idéal ?» Moi, par rapport à cette phrase, je me suis tout de suite interrogé sur qui est mon amour idéal. Le qui, en fait, m'a un petit peu gratté l'oreille. Parce que moi, la question, en tant qu'artiste, en tant que l'artiste que je suis, aurait été quel est l'amour idéal? Du coup, j'ai vu ici un lien à l'autre. Et du coup, ta place que tu te donnes dans ton lien à l'autre. Et en tant qu'artiste, quelle est cette place que tu te donnes? Comment tu vois ton lien à l'autre en tant qu'artiste? Alors, si tu veux déborder sur toi-même, tu peux. Mais là, en l'occurrence, comme on est dans l'entrée des coulisses, oui. Et que je te sais très pudique, je ne vais pas aller chercher trop loin non plus. Cette question, elle fait vraiment directement référence à un des personnages de la pièce dans Spirale. Moi, je me suis toujours sentie artiste, en fait. Moi, déjà, dans ma chambrette, je faisais des pestacles, toute seule, parce que mes parents s'en fichaient complètement. J'avais pas d'amis, donc je faisais pour ma poupée. Il y avait une poupée quand même qui était là pour mes représentations. Mais oui, je faisais des spectacles dans ma chambre, je faisais des tours de chant, je reproduisais des scènes que j'avais chopées sur la télé familiale, des scènes de films. J'aime créer, j'ai toujours écrit, j'ai toujours dansé et j'aime bien ce travail de création. Est-ce que les autres me perçoivent comme ça ? Je ne sais pas.
je me rends compte que je ne sais pas très bien répondre à cette question. Parce que moi, je me sens artiste, je me définis moi-même comme ça, même si ce n'est pas mon métier à plein temps. Mais je le suis tout le temps, tous les jours. Après, dans les spectacles que j'écris, ce que j'essaye de soulever, c'est des émotions. Je reviens toujours à ça, en fait. C'est de toucher les autres, ceux qui veulent bien venir voir les spectacles, c'est de les toucher, c'est de leur faire vivre des émotions. Dans la perception que d'autres peuvent avoir de toi, puisque tu en parlais à l'instant, moi en te rencontrant, j'ai d'abord été contacté par une podcasteuse, intervieweuse. J'ai découvert, en grattant, en fouillant un petit peu, que tu étais une artiste. Donc moi en tout cas j'ai vraiment une perception de toi en tant qu'artiste, en tant qu'autrice, en tant que metteuse en scène, même si tu te définis pas comme une danseuse, moi j'ai vu une danseuse dans tout ton parcours, une interprète. Je me suis demandé, puisque cette auto-définition de danseuse, comme la façon dont tu te définis est flou, si je peux me permettre. Ouais. J'aimerais que tu essaies de me dire comment tu te définis en tant qu'artiste. Merci pour la question, merci pour l'avoir posée. J'en sais rien. En fait, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Tu vois de quoi je veux parler? Voilà. Et que je pense que je me traîne dans pas mal de mes activités, en fait. Oui, j'ai fait énormément de danse. Dans tous mes spectacles, il y a de la danse, plutôt choré-signe, on l'a compris. Et en même temps, je me revendiquerai jamais comme danseuse. Oui, j'ai fait de la mise en scène sur ma première pièce de théâtre, sur un spectacle aussi avec mon ami et musicien Noun Yaré. Voilà, mais je ne me revendiquerai jamais comme étant metteuse en scène. Peut-être j'arriverai plus à me revendiquer comme autrice. Je pense que tout se résume au syndrome de l'imposteur. Et j'ai toujours l'impression qu'il faut que je prouve que je suis une artiste et pas moins bien que les autres. Et c'est pour ça que je fais en sorte que mes spectacles soient très travaillés. Après, les gens les reçoivent à leur manière, mais je pense que ce qui me blesserait énormément, c'est qu'on me dise « il n'y a pas beaucoup de boulot quand même, hein. Oh là là, c'est ni fait ni à faire, ça n'a pas l'air très abouti », parce que j'y mets tellement de temps et tellement d'exigences et tellement de défis personnels que je pense que vraiment ça me blesserait vraiment. Pour t'avoir un tout petit peu rencontré et pour avoir un petit peu gratté sur ton travail, du coup tout ce que tu me réponds aujourd'hui me donne quelque part un petit peu le droit d'aller chercher entre la légitimité et l'abnégation. Pour moi il y a vraiment un parallèle très perturbant chez toi, parce que d'un côté tout ce qui est de l'interprétation, tout ce qui est du toi, de danseuse, d'interprète, etc. Le seul endroit où tu te considères vraiment comme artiste dans ce que tu viens de me dire, c'est autrice. Et finalement, tout ce qui est par rapport aux autres, alors que tu fais énormément de choses et que tu produis énormément de choses, on a l'impression, en t'écoutant, que tu ne t'accordes pas cette légitimité-là. En même temps, presque pour pousser encore cette légitimité questionnée, il y a autour dans ton univers une abnégation très forte. Mais du coup, j'aimerais savoir, ma question est floue, mais j'aimerais peut-être que tu dénoues un peu le flou de quelle est la légitimité, l'abnégation, et je reviens peut-être entre ce lien entre toi et les autres. Comment ça fonctionne tout ça dans ton travail artistique ? On est un peu sur la psychanalyse, tu m'excuseras. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais docteur, combien coûte cette consultation? Non, mais en fait, tout ce que tu dis, je ne saurais pas répondre précisément, mais en fait, tout ce que tu me renvoies là me renvoie moi à quelque chose qui est très réel chez moi.
que même si j'aime être avec les autres et que j'aime les moments de partage et d'émotion, enfin voilà, d'être ensemble, j'ai profondément besoin d'être seule aussi. Et ça me renvoie à ça, en fait, tout ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je suis une solitaire, je suis une sauvage. Être parfois avec les autres est un effort. C'est affreux de dire ça, parce que je vais passer pour une espèce d'asociale. Non, c'est pas affreux. Alors qu'en fait, je pense que quand je suis avec les gens, je suis vraiment avec eux. Je suis très heureuse d'être avec eux et je déconne beaucoup. J'adore rire. Voilà, je pense que tout ça se rapporte à ça, en fait, à ma nature profonde. Moi, je suis une solitaire. Mon cocon, avant, c'était ma chambre. Aujourd'hui, c'est mon bureau. Et je pense que tout ça découle de là, en fait. C'est-à-dire que... Et puis, je parlais aussi de l'indifférence au début de l'interview. J'ai eu affaire à tellement de baffes de gens qui m'ont payé en indifférence, en fait, que les autres, parfois, peuvent être vus comme... Je m'en protège. Voilà, je m'en protège toujours. Donc cette légitimité-là que effectivement je ne m'accorde pas, et ça j'en suis très consciente, mais je suis sur le chemin vers, parce que j'ai eu plein de signes qui m'ont montré que si, mais si. Je suis sur ce chemin-là vers la légitimité et c'est une vaste question pour moi et encore un long chemin, mais je pense que ça tourne autour de ça en fait, de ce nœud-là, c'est le côté sombre, on va dire, qui me colle au basque. Je te remercie. La question n'était pas évidente et un peu intime, donc je te remercie de ta réponse. Le portrait chinois, à la base, il vient de ce qu'on appelle le questionnaire de Proust. Oui. Bon, je ne vais pas développer sur l'origine de tout ça, mais du coup, j'ai repréparé aussi quelques questions en fonction de ce questionnaire de Proust. Donc, on va continuer. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu ? Alors, je serais toutes les nuances de mauve, parme, violet, prune. Tu es une nuance, donc j'aime beaucoup. Si tu étais un lieu ? Si j'étais un lieu, alors il y en a pas mal. Je vais me concentrer sur les villes. Je serais Venise ou Lisbonne. Merci. Si tu étais une personne célèbre ? Je serais certainement une danseuse, je pense. Et du coup, je pense que je vais choisir une artiste que j'aime depuis énormément d'années, qui est à la fois compositrice, danseuse, chanteuse, merveilleuse. Je serai Kate Bush. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Oui. Je ne connaissais pas toutes ces variations de Magnifique créatrices. Kate Bush. J'aime beaucoup. Si tu étais un animal ? Un chat noir. Tu l'avais réfléchi tout ça, hein ? À vous. Chat noir, oui. Si tu étais un objet ? Ah, si. Je dis souvent pour plaisanter qu'un jour je me transformerai en théière parce que je suis une buveuse de thé incorrigible. Je bois des litres et des litres de thé toute la journée. Donc je pense que je serai une théière. Une théière. J'aime beaucoup la théière. Est-ce que tu vois la référence avec le personnage de La Belle et la Bête, de cette petite théière qui est... Ah oui, qui est trop mignonne. Qui est mignonne, oui. Et puis qui est confortante, et qui est un peu voilà. La maman, la tata. Peut-être que je serai cette théière-là, après tout. Je trouve ça intéressant. Si tu étais une saison ? Sans conteste, l'automne. Ok. Si tu étais une chanson ? Ah, c'est pas évident, parce qu'il y en a tellement que j'aime. Il y a une chanson qui m'a beaucoup touchée ces dernières années, que je réécoute toujours en ayant presque les larmes aux yeux. C'est une chanson de Zazie et qui s'appelle « Encore heureux ». Tu me donnes envie de l'écouter. Elle est magnifique. Enfin, dernière question du portrait chinois. Si tu étais un élément ? Ah, je serais de l'eau. De l'eau ? Ah oui. La fluidité ? La fluidité, la douceur, l'adaptation, la colère parfois, c'est les émotions, l'eau. Et moi, je suis très proche des émotions, donc l'eau. Je n'en doute pas. Donc on va continuer. Quelle est ta vertu préférée ? Je ne sais pas si c'est une vertu, mais en tout cas, c'est quelque chose que
que j'aime voir chez les autres et que j'espère voir en moi, le respect. Quel est le défaut que tu détestes le plus ? La méchanceté. Surtout quand elle est gratuite, et bête, et aveugle. Respect et méchanceté, on est sur un lien à l'autre assez intéressant. C'est vrai. Maintenant, quelle est ta qualité ? Ah la vache. Si tu devais te donner une seule qualité, la plus haute. Ça suppose un vrai regard sur soi et ouvrir un peu des portes. Je sais pas. En tout cas, pour répondre à cette question, ce que je peux dire, passionnée. Ouais, je me jette dans les choses avec passion, que ce soit dans mes relations, dans mes activités, dans mes rêves. Je pense que ce qui me guide, c'est la passion. Donc je dirais la passion, passionnée. Tu dis ça avec beaucoup de « oh, je sais pas », etc. Mais c'est une réponse très puissante. Bon. Du coup, tu vas pas aimer la question suivante, mais... Le défaut. Le défaut. Le défaut, je ne sais pas. Peut-être que pour les gens qui me connaissent dans mon cercle plus intime, je dirais têtu. Ah. Quel est ton idéal du bonheur ? Mon idéal du bonheur ? En fait, ça touche un peu au rêve, hein, un petit peu. Moi, j'aurais envie de te répondre dans le sens, ce serait quoi ton rêve idéal qui te rendrait vraiment qui te donnerait en tout cas cette impression de bonheur ou de sensation de bonheur. Très sincèrement, moi, ce que j'aimerais, et ce serait pour moi le bonheur, ce serait posséder un lieu culturel où je pourrais programmer les artistes que j'aime, les artistes que je découvre. À la base, je suis quand même médiatrice culturelle et j'aime faire ça. Et le podcast aussi, d'une certaine manière, est aussi un peu dans cette initiative-là. Ouais, ça, ce serait mon bonheur. C'est-à-dire que ce serait un lieu où il y aurait ma famille et il y aurait des gens que j'aime et du public qui serait là pour partager des beaux moments. Quel est ton plus grand malheur ? Ou quel serait ton plus grand malheur ? J'ai envie de répondre d'une manière personnelle sans trop rentrer dans les détails. Le pire, je crois, pour moi, qui peut m'arriver, c'est l'indifférence. L'indifférence, très intéressant. Très, très intéressant. Comment définirais-tu de façon assez générale ton état d'esprit ? Je suis une pessimiste optimiste. Ombre et lumière. Exactement. J'essaye de montrer au quotidien mon côté lumineux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, en t'en parlant, je me souviens qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, t'es lumineuse, t'es vivante ». C'est quelque chose qui est déjà revenu dans ce qu'on m'a dit. Et en même temps, parfois ça peut être très très sombre derrière. Mais ça, c'est mes coulisses à moi. Mais je pense que c'est ce qui me permet d'être passionnée et de créer. Enfin, quelle est ta devise ? Allez, on y va. On tente, on essaye, on verra. J'adore. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, artistiquement parlant bien sûr, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quels sont tes projets ? Alors artistiquement, pour le moment je m'occupe beaucoup de cette petite compagnie, la compagnie La Danse des Mots, qui existe depuis 12 ou 13 ans maintenant. Ça demande pas mal de boulot, parce que je gère pratiquement tout derrière. Je veux qu'en fait mes 3 acolytes, Guy, Magali et Dominique, se concentrent sur le côté créatif, qu'ils puissent se concentrer sur leur spectacle. Après, moi, plus personnellement, depuis Pink, je ne suis pas remontée sur scène. Enfin, oui et non. Là, dans le spectacle des Dames aux états d'âme, j'apparais. J'apparais d'une certaine manière sous forme d'un clip dansé, justement, en choré-signe, que j'ai réalisé avec une jeune cinéaste qui s'appelle Lilou Parage. Le clip est très beau. Je suis très contente. Et il s'insère très très bien dans ce beau spectacle qu'ont créé Magali et Dominique.
Il y a eu aussi Saudade du Portugal quand même, où je suis sur scène, qu'on a joué là il n'y a pas très longtemps, qui est un spectacle très personnel aussi, mais là du coup ouvertement personnel, puisqu'il raconte tous mes souvenirs d'enfance liés au Portugal. Mais mon projet, c'est de remonter seule sur scène, ce qui paraît complètement paradoxal avec tout ce que j'ai dit avant. J'ai relevé le défi pour Pink, qui était très impliquant déjà, et j'aimerais relever le défi maintenant avec un autre seul en scène. Et je commence à écrire, et je commence à chercher des gens pour écrire. On va dire aux auditeuristes que tu me fais un petit clin d'œil en disant ça. Voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus, mais en tout cas, mon projet à moi, personnel, artistique, ce serait de refaire un seul en scène, voilà, certainement très différent de celui de Pink, et puis de continuer à porter les créations de notre petite mini-compagnie. On a quelques créations, on va certainement en avoir une autre. Voilà, c'est mon deuxième job dans la vie, ma compagnie, hein. Plus le troisième job qui est le podcast, et le quatrième job qui est moi. Qui est un vrai job. Hein, Ah oui, c'est du trèfle. Maintenant, j'ai une dernière question qui est un petit peu, comme tu aimes beaucoup l'abnégation, les autres et donner la place aux autres, si je puis me permettre, en tout cas c'est un point de vue. Ma dernière question est par rapport justement à la danse des mots et l'entourage, sur qui tu voudrais mettre la lumière de tous ces gens avec qui tu travailles aujourd'hui, pour faire cette ouverture. Donc la danse des mots, en fait, on est 4 en tout, voire 5, et je suis très contente que tu me permettes de parler d'eux parce que on a une vraie histoire ensemble, tous les trois, mais surtout avec Guy et Magali. Magali, c'est une amie que je connais depuis presque 30 ans maintenant. En fait, je l'aime, je t'aime, Magali. Il y a Guy Chouraki aussi, qui est un ami que je connais depuis 25 ans aussi, que j'ai connu en tant qu'artiste, que j'ai programmé pour des spectacles dans la structure où je travaillais avant. Et Guy est vraiment mon binôme en fait dans la compagnie, puisque c'est lui qui mène les cours de théâtre de la compagnie. Donc on est très souvent pour un tas de choses en relation pour tout ça. Et il y a Dominique que je connais depuis 12 ans, et qu'on a eu beaucoup de chance de trouver sur notre route, qui s'est complètement fondu dans notre petit microcosme et qui, je sais, a développé une très très belle amitié avec Magali, d'où la naissance, la création de leur pièce des Dames aux états d'âme. Et je ne peux pas occulter une personne extrêmement importante que j'appelle très souvent Mr. Wonderful, qui est monsieur mon mari, qui est aussi dans la compagnie, qui est beaucoup plus discret, mais qui est à la fois chauffeur, roadie, conseiller, technicien sur les petites formes, et voilà, qui est extrêmement important pour moi. Voilà. Avec un petit peu d'émotion, je te remercie beaucoup de cette émotion finalement dans la réponse. Ah, il faut vivre ces émotions. Oui, je ne suis qu'émotion. C'est pas la première fois que tu me mouilles les yeux en ma présence, donc je suis flatté vraiment de cet honneur, de cette générosité. Aujourd'hui, à l'endroit où tu es et avec tout ce que tu as appris, avec cette personne intime dans son bureau, dans sa chambre, dans ce lien aux autres, si tu prends toute cette toile d'araignée, tous ces liens, tous ces nœuds, comment tu te vois sur le chemin? Quelle est aujourd'hui, en tant qu'artiste, ta quête? Être entendu, tout simplement. Non, en tout cas, je suis, et c'est rare que je le dise, et là c'est enregistré, mais je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Aujourd'hui, le fait que je puisse donner la parole aussi, que ce podcast en fait aussi est un sacré défi, et j'en suis très fière aussi. Voilà, moi je suis fière de là où je suis arrivée, et ma quête c'est simplement de continuer, créer et être entendue. Et peut-être une quête aussi peut-être plus personnelle, c'est justement me dire que oui ma fille, t'es légitime. Je claque des doigts. Voilà.
J'en suis là. Si tu veux mon avis, oui, tu es légitime, mais on est là pour toi, pas pour moi. Moi, j'arrive au bout de mes questions. Ouais. Donc, je te remercie 1000 fois d'avoir répondu, bien sûr, à mes questions Ouais. et surtout de m'avoir laissé cette place d'intervieweuse, de m'avoir fait confiance pour ça. Et merci encore une fois de cette générosité. Bah, merci à toi. C'est très étonnant d'être de l'autre côté. Ah oui, tiens, dernière petite question. Comme on l'a fait au début, finissons par ça. Qu'est-ce que tu as ressenti là pendant le temps qu'on vient de passer ensemble ? Un moment vraiment privilégié où j'ai certainement dit et exprimé des choses que je n'ai pas l'occasion de dire et d'exprimer. Et je me demande si c'est ce qui se passe pour mes invités d'ailleurs. Est-ce que je suis assez forte pour leur poser des questions qui leur permettent ça ? Et que parfois j'ai carrément oublié qu'on était pour un podcast et que j'espère que j'ai répondu comme il faut, quoi. Tu vois, toujours cette histoire de légitimité, est-ce que je fais, c'est bien ou pas. Voilà, non, mais c'était à la fois très troublant, très agréable, très... voilà, de toute façon, maintenant, c'est dans la boîte. Je compte sur toi pour pas trop couper au montage. Effectivement. Moi, je te remercie 1000 fois pour ce moment. Et puis, j'ai envie de dire à la prochaine, parce que je pense qu'on aura d'autres aventures à vivre ensemble. Allez, zou. Allez, zou.